Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un invité exceptionnel, Anicet Le Pors. Juriste, économiste, ancien ministre de la fonction publique et homme de conviction, Anicet Le Pors est une figure incontournable lorsqu'il s'agit de penser et de repenser la fonction publique en France. C'est aussi un penseur de la déontologie, de l'engagement et c'est un témoin privilégié des grandes transformations administratives de notre pays. J'ai hâte d'entendre ses réflexions sur ce qui fait la force, mais aussi les fragilités de notre modèle. Je vous laisse écouter notre conversation. Bon, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. C'est un regard précieux pour moi que vous allez pouvoir m'offrir et offrir aux auditeurs aussi, parce que vous avez beaucoup contribué à la fonction publique en général, en France en particulier. Comment vous aimez vous présenter? Comme un militant du service public. Ah, c'est très joli. Un serviteur de l'intérêt général. Et c'est pourquoi j'aurai bientôt accompli 3/4 de siècle dans la fonction publique. Waouh. Avec des fonctions diverses et des métiers divers. Donc, on peut presque dire une vie, en tout cas professionnelle, consacrée. Fort de toute cette expérience, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution des statuts de la fonction publique? D'abord, il y a eu statut et statut. Oui. Pendant un siècle et demi, à partir du début du 19e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le statut était très mal vu des fonctionnaires et de leurs associations et des syndicats. Pourquoi? Parce que c'était les gouvernements les plus autoritaires qui menaçaient les fonctionnaires d'un statut de caractère disciplinaire. Et les associations et les syndicats, quand ils sont apparus, ont dénoncé cette interprétation en parlant de statut carcan. D'accord. Mais parallèlement, les fonctionnaires ou les agents de l'État plutôt, puisqu'ils n'étaient pas encore fonctionnaires, ont obtenu des garanties, soit par des lois partielles, soit par des jurisprudences du Conseil d'État, qui a fait qu'on a pu parler pendant ce temps-là, malgré tout, de statut jurisprudentiel. Donc tout ceci pour dire qu'il y a deux tendances qui existent depuis plus de 2 siècles concernant la fonction publique, une tendance autoritaire et une tendance démocratique. Et la tendance démocratique a abouti en 1946 au premier statut législatif qui apportait des droits et des obligations, des garanties aux fonctionnaires pour l'accomplissement de leur mission. Et on est toujours dans cette interprétation. Il y a eu 3 statuts successifs. Oui. Celui d'une loi du 19 octobre 1946, qui était le statut fondateur. Une loi non, ça n'était pas une loi, c'était une ordonnance du 4 février 1959, lors de l'arrivée du général de Gaulle à l'aube de la Ve République, pour opérer à une réorganisation des règles en fonction du partage que la nouvelle Constitution faisait entre la loi et le décret. Ce statut n'a pas modifié sensiblement le fond du premier, du statut fondateur. Et puis le 3e statut, c'est celui dont j'ai animé l'élaboration à partir de 1981, la première loi sortant en 83 et la dernière, la 4e en 86, que je considérerais que je pourrais baptiser le statut fédérateur, parce que s'il a approfondi les droits, obligations et garanties des fonctionnaires des textes précédents, eh bien il a surtout étendu la notion statutaire et le statut formellement à d'autres catégories d'agents publics et notamment des agents publics des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers. Ce qui fait que dans cette histoire que je viens de vous raconter, au début du XXe siècle, il y avait 200 000 agents publics, tous de l'État. On peut les appeler fonctionnaires parce que il n'y avait pas de statut et ils avaient des situations extrêmement diverses, mais enfin on les regardait comme des fonctionnaires et on dit fonctionnaires les concernant aujourd'hui.
lorsque on a établi le statut de 1946, le ministre de la fonction publique s'appelait Maurice Thorez, et quand il a fait le statut, il y avait 1 105 000 agents publics, dont une grande partie, la moitié presque, de contractuels. Quand je suis arrivé au gouvernement en 1981, il y avait 2 100 000 fonctionnaires de l'État, avec à l'intérieur beaucoup de contractuels qu'on considérait comme fonctionnaires assimilés, si on veut. Et aujourd'hui, il y en a 5,7 millions. Oui. Donc ça a augmenté très régulièrement. Donc de 200 000 au début du XXe siècle jusqu'à près de 6 millions aujourd'hui, avec néanmoins 20% de contractuels dans ces 5,7 millions. Voilà. Alors donc on peut dire c'est quelque chose quand même qui a étendu sa protection de manière très forte. Et aujourd'hui, le statut qui en est à son 40e anniversaire, celui qui est en application, celui de 1983-86, eh bien, on peut dire qu'il a duré. Alors, quand vous dites il a duré, ça veut dire il a assez duré ou il a fait son temps? Non, ben, il a duré. Le premier statut de 46 a duré 12 ans. Le deuxième dont je vous ai parlé a duré 24 ans. Et celui-ci, on vient de fêter son 40e anniversaire en 2023, 2024. Donc, il a duré avec d'autant plus de mérite qu'il n'a pas cessé d'être attaqué. Oui. Encore de aujourd'hui. manière, soit par des attaques frontales, et je pourrais donner des citations nombreuses à ce sujet, soit par des modifications multiples, par centaines, provoquant un véritable mitage de l'architecture statutaire, en espérant pour ceux qui provoquaient ces trous dans le statut, si on peut dire, qu'il finirait par s'effondrer parce qu'il serait percé de toutes parts. Oui. Donc l'état normal du statut, c'est d'être existant, mais d'être constamment attaqué. Ça, c'est vrai que encore aujourd'hui, il est régulièrement, constamment, c'est vrai, attaqué. Écoutez, le président de la République, avant même qu'il entre en fonction comme président de la République, c'est-à-dire en 2016, a dit que le statut était inapproprié. Oui, il avait déjà annoncé la Le ministre de la fonction publique d'aujourd'hui ne connaît pas grand-chose à la fonction publique. Il occupe une place pour laquelle il n'a pas de réelle compétence. Il s'est empressé, dès les premiers pas de l'existence présidentielle de Trump aux États-Unis, de le féliciter pour avoir entrepris une opération de débureaucratisation. Mais ça veut dire une attaque prévue contre le statut à nouveau. Comment, d'après vous, on peut préserver tout ce qui fait aujourd'hui la fonction publique? Il n'y a rien de nouveau à prévoir. Le statut, son état normal, c'est d'être attaqué. Donc, on a une longue expérience dans la recherche de solutions permettant de se protéger contre ces attaques. Il tient parce que l'architecture juridique est cohérente et qu'il repose sur des principes. Le statut actuel repose sur 4 choix. Premièrement, sur la conception du fonctionnaire citoyen, que je pose à la notion de fonctionnaire sujet. C'est-à-dire le fonctionnaire doit être quelqu'un de responsable plutôt que obéissant. Il doit toujours garder une marge de liberté dans l'exercice de sa fonction. Et le deuxième choix, on a choisi le système de la carrière, c'est-à-dire que le fonctionnaire n'est pas géré par un contrat sur une mission pour une durée déterminée. Il est recruté pour servir l'intérêt général et celui-ci ne peut s'apprécier que sur le moyen et le long, voire le très long terme. Donc, système de la carrière et pas système de l'emploi comme aux États-Unis où quand un nouveau président est élu, toute la haute administration est licenciée pour celle qui était en place et recrutée pour une nouvelle haute administration. Le troisième choix, c'est celui auquel j'ai participé principalement, c'est-à-dire
Dans la mesure où on étend la notion d'agent public et qu'on veut faire de cet ensemble d'agents publics aux situations extrêmement diverses, des fonctionnaires, c'est-à-dire des serviteurs de l'intérêt général, ce qui implique le long terme, alors il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'à la fois il faut respecter l'unité de l'échafaudage de statutaire, parce que la République est une et indivisible, hein, c'est la Constitution. Et puis, il faut respecter aussi la spécificité des différentes fonctions publiques. On a appelé ça les trois versants. L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics hospitaliers. Et ça n'est pas facile de mettre le curseur au bon endroit entre l'unité, article 1er de la Constitution, et la diversité, article 72, le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Ça n'est pas facile, mais c'est une chose qui est nécessaire et qui est source de richesse si on le fait très bien. Ce que nous avons essayé de faire entre 1981 et 1986. Et puis le quatrième choix, c'est d'avoir choisi des grands principes, des principes plus que des valeurs, parce que les valeurs c'est quelque chose d'évanescent, les valeurs, laissées à la libre interprétation des uns et des autres, tandis que les principes, ça doit correspondre à des règles de droit, à des droits, mais aussi avec des obligations et le cas échéant des sanctions. Donc, des principes. Premier principe d'égalité ancré dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens en son article 6 de 1789. Deuxième principe, le principe d'indépendance. Le fonctionnaire est propriétaire de son grade si l'emploi est à la disposition de l'administration. Ça, c'est une loi de 1834. Et troisième principe, principe d'indépendance, pas principe de responsabilité, je veux dire, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le fonctionnaire doit rendre compte à la société de l'exercice de sa mission. Donc c'est sur la base de ces trois principes, égalité, indépendance, responsabilité, que l'on fonde une fonction publique durable et de qualité. Très intéressant. Je pensais que le principe de Roland, en fait, quand on parle de continuité, d'égalité et de mutabilité. Continuité, égalité, continuité, adaptabilité. Tout à fait. Non, je ne parle pas de ces principes. Ces principes ont été évoqués à propos du service public dans son ensemble. Or, les cheminots ne sont pas fonctionnaires. Tout à fait. Vous voyez. Donc, ce sont des principes plus généraux, mais qu'on évoque un peu de manière rituelle, facile, sans mettre grand-chose de précis qui en découle, quoi. Hein. Par exemple, l'adaptabilité, c'est pratiquement la même chose que la continuité. On ne pourrait pas assurer la continuité s'il n'y avait pas d'adaptabilité. C'est vrai, tout à fait. Voilà. Donc, je préfère mes trois principes qui, au cours des dernières années, d'ailleurs, enfin depuis que je les ai mis en place, quoi, structurent très souvent les colloques qui sont organisés sur la fonction publique. Il y a souvent trois tables rondes sur la base de ces trois principes que je viens d'évoquer. Égalité, indépendance, responsabilité. Quel conseil vous donneriez aux jeunes générations qui souhaitent s'engager dans la fonction publique aujourd'hui? Je ne leur donnerai pas de conseils parce que à chaque génération d'assurer sa responsabilité précisément. J'ai dit les quatre choix. Eh bien, je dirais aux jeunes d'abord qu'il faut qu'ils soient attirés quand même par les métiers de la fonction publique, qui sont des métiers nobles, mais dont ils ne doivent pas attendre un enrichissement personnel, par exemple. Oui. Hein, on ne fait pas fortune dans la fonction publique, même quand on est haut fonctionnaire. On ne fait pas fortune à l'équivalent du privé. Et puis, un certain sens du social, de un certain altruisme, savoir que l'on travaille pour l'éducation, pour la santé, pour les transports aussi, le cas échéant, pour comment dirais-je, l'aménagement du territoire. Ce sont des métiers qui sont extrêmement intéressants et qui font appel aux techniques les plus avancées.
C'est vrai. Alors il faut un certain désintéressement sans doute au regard de l'argent. Pourquoi? Eh bien parce que avec le développement des services publics et de la fonction publique en particulier qui en contient la plus grande part, eh bien on opère une sorte de démarchandisation des relations sociales. Mmh. C'est-à-dire que on ne travaille pas pour un profit maximum, on travaille pour que des besoins soient bien satisfaits. Et les besoins, eh bien, ça n'est pas évaluable en argent. Ils ont un coût, mais les besoins eux-mêmes, qu'est-ce que c'est que le produit de l'éducation nationale? Comment on pourrait chiffrer l'enseignement qui est donné aux élèves? On ne peut pas. Ils sont bien éduqués, ou moyennement bien, ou mal éduqués. Mais ça n'est pas en euros qu'on peut évaluer cela. Tout à fait. Oui. Donc, il y a bien ce qu'on peut appeler une démarchandisation, ce qui correspond pour un citoyen à, comment dirais-je, à un attachement à la vie en commun plutôt qu'à la réussite personnelle. Et c'est pourquoi je ne suis pas un partisan de l'expression égalité des chances, si vous voulez, parce que il ne faut pas compter, en tout cas, il ne faut pas compter à titre principal sur la chance. Il faut compter sur la construction de sa propre citoyenneté. Et des gens, j'ai eu une petite fille que je prends comme exemple, qui a été en prépa d'école de commerce, et puis qui a pris conscience que elle n'était pas faite pour ça. Elle est aujourd'hui assistante sociale à l'hôpital de Garches. Je pense qu'elle a fait sa route, elle a commencé à faire sa route de mon point de vue de bonne façon. Oui. Alors je l'ai accompagnée, bien entendu, hein, et comme je le ferai pour toute jeune qui est dans cette situation. Mais il faut que ça réponde aussi de la part de ces jeunes. Mais je crois que ça existe pour tous en définitive. L'envie de se rendre utile, l'envie de se voir reconnu par les autres comme quelqu'un qui participe à une vie en commun riche et sereine. Ça dépend de l'éducation et même, je dirais, de la petite éducation. C'est-à-dire de l'éducation du jeune âge, quoi. Il faut que les gens soient préparés dès la maternelle. Non, puis moi j'ai 6 petits-enfants, si vous voulez, ils sont tous dans la vingtaine d'années. Oui, ils sont entre 20 et 28 ans. Bon, ils me demandent conseil aussi, mais je ne m'avance que prudemment parce que c'est à eux de construire. Et moi, je vais progressivement radoter. Donc, ce n'est pas comme ça que je les aiderai. Il faut qu'ils découvrent eux-mêmes la difficulté, parce que il y a qu'eux qui peuvent trouver les vrais remèdes. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui la fonction publique ou les agents publics en général soient aussi mal vus? Il y a toujours eu des gens pour dénigrer les fonctionnaires. On a moqué les fonctionnaires pendant le 19e et le 20e siècle sans cesse. Parce que c'est intérêt privé contre intérêt général, l'enjeu. Et à partir de là, les gens dont la seule motivation de la vie, c'est de gagner de l'argent et de défendre de leurs intérêts privés, j'allais dire égoïstes, ces gens-là sont gênés par l'organisation rationnelle de la société, qui leur met des règles. Et c'est pourquoi ils sont contre tout ce qui les gêne dans la recherche de la rentabilité financière maximum. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, dont la doctrine est simple, supprimer tout ce qui dérange l'acquisition du profit. Et c'est ce que Elon Musk a dit d'ailleurs, dès qu'il a été nommé par Trump. Il a dit qu'il allait supprimer toutes les recommandations, toute la bureaucratie, parce qu'il parle de bureaucratie dans ce cas-là. Mais en France, vous avez des gens pour dire ça aussi. Dès qu'on parle des fonctionnaires, vient tout de suite celui qui intervient en disant « Oh, il y a beaucoup trop de bureaucratie dans l'administration, qu'on commence par faire des économies de ce côté-là. » C'est un truc que j'ai entendu pendant 3/4 du siècle, justement. J'ai toujours entendu ça. On entendra toujours, en tout cas dans les vies telles qu'elles sont engagées aujourd'hui, quoi. Hein. Ça va durer encore très longtemps.
Mais le problème, c'est que il faut pas déserter le terrain. Moi, je ne l'ai pas fait et j'ai eu la chance d'être mis en position avantageuse pour faire quelque chose qui dure toujours. Intéressant. Et comment on pourrait faire, et quelle autre solution vous entrevoyez pour occuper le terrain, comme vous dites? Par exemple, j'ai travaillé avec un collectif qui s'est créé il y a 2 ans, qui s'appelle Nos Services Publics. Oui. Ce sont des hauts fonctionnaires qui ont fait beaucoup d'études sectorielles, éducation, santé, transport, énergie, aménagement du territoire, etc., etc., et qui en ont fait une synthèse et qui ont dit une chose simple: plutôt que de s'occuper constamment des moyens budgétaires, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'abord une réflexion sur les besoins et en déduire les moyens, mais en mettant le centre de gravité de la réflexion sur les services publics sur les besoins. Et ils ont publié le résultat de leurs travaux au début de cette année et m'ont demandé de faire la préface que j'ai faite. Et la coprésidente de cette opération de nos services publics s'appelle Lucie Castet. Tout à fait. Voilà. Personne que l'on connaît pour avoir été proposée au poste de Premier ministre. Voilà. Alors, ben oui. Vous voyez qu'il y a quand même une liaison étroite entre une réflexion sur la fonction publique et une réflexion politique plus générale. La fonction publique ne se sauvera pas toute seule. Elle se sauvera avec tous les citoyens, qu'ils soient fonctionnaires ou qu'ils ne le soient pas. Alors ça veut dire aussi que les fonctionnaires doivent s'intéresser aux travailleurs du secteur privé. J'ai écrit c'était en 2010, il y a 14 ans, un article dans la revue du droit du travail, article intitulé « Pour un statut des travailleurs salariés du secteur privé ». Pas pour en faire des fonctionnaires, mais pour leur donner une base législative cohérente permettant de parler, comme on a parlé en dehors de cette opération, mais de sécurité sociale du travail, voyez, de parcours, de protection des parcours professionnels. C'est-à-dire tout en reconnaissant la spécificité du service de l'intérêt général, ne pas méconnaître pour autant le besoin de protection de tout travailleur, qu'il soit du public ou du privé. Donc les fonctionnaires ont toujours été, contrairement à ce qu'on dit, toujours été en retard par rapport au privé. Toujours. Le droit de grève en France, il date de 1864. Une loi de 1864. Pour les fonctionnaires, eh bien c'est moi qui l'ai mis dans le statut. Il n'y était pas jusque-là. C'était un droit jurisprudentiel, un arrêt du Conseil d'État de 1950. Vous voyez, 1864 pour le privé, 1983 pour le public. Le droit syndical, c'est 1884 pour le privé. Eh bien, il a été mis dans le statut des fonctionnaires en 1946. Vous voyez, en matière de garantie, c'est impossible de dire que les fonctionnaires sont des privilégiés. Ils ont toujours été servis après le privé. C'est vrai. Toujours. Et quand on dit qu'il ne faut pas augmenter les salaires de la fonction publique, c'est-à-dire les traitements des fonctionnaires, j'ai conduit des négociations sur les rémunérations pendant que j'étais ministre. On n'a jamais vu une inflation précédée par des augmentations des traitements des fonctionnaires. Les fonctionnaires ont toujours été augmentés après qu'il y ait eu une inflation, pas avant. Donc c'est une erreur et un mensonge de dire que c'est la hausse des fonctionnaires qui provoque l'inflation, puisque l'inflation vient toujours avant les hausses de salaire. Donc c'est aussi une erreur de dire que en diminuant le nombre de fonctionnaires, ça sera une solution à tous leurs problèmes. Non, mais c'est plein d'incohérences. C'est pour ça que
si vous voulez, le statut de fonctionnaire a la chance d'avoir des détracteurs qui sont assez incompétents et assez ignorants, quoi, hein. Non, et puis qui n'ont pas de véritable pensée. Regardez par exemple, je trouve bizarre que ça ne soit pas davantage utilisé. Vous avez entendu comme tout le monde il y avait des concours qui avaient été organisés dans l'éducation nationale et qui avaient 3000 postes à pourvoir qui n'avaient pas été pourvus parce qu'il n'y avait pas assez de candidats au concours. Oui. Vous voyez, tout le monde a entendu ça. Mais tout le monde a entendu aussi qu'on allait supprimer 4000 postes à l'éducation nationale. C'est vrai. Dans le cadre de la préparation budgétaire. Ce qui fait qu'à la fois, on nous dit, on n'arrive pas à recruter alors que ça serait nécessaire, et en même temps, bien que ça serait nécessaire, on va en supprimer encore. C'est incohérent, donc, du point de vue de la politique salariale des fonctionnaires, c'est incohérent du point de vue de la politique de recrutement. Moi, je passe beaucoup de mon temps à essayer de leur remonter le moral, hein, parce que ils sont pas bien dans leur peau là en ce moment. Ce sont les marchands qui sont au pouvoir, donc ils sont pas bien. Vous savez que une chose qui devrait être dite par les syndicats aussi. Dans le statut de 1946, il y avait un article 32 qui définissait ce qu'on doit appeler minimum vital, ce qu'il faut comme argent pour pouvoir satisfaire des besoins élémentaires et incompressibles. Et c'était défini pour une autre disposition qui était dans le même article où on disait aucun fonctionnaire ne doit être rémunéré en dessous de 120% de ce minimum vital. Alors que maintenant, il y a des centaines de milliers de fonctionnaires qui sont au SMIC. Merci beaucoup, Monsieur Leporse. Merci encore et très bonne journée. Bonne journée. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.